fois, il y avait une pause entre collègues, et puis j'avais une collègue, c'était son anniversaire, elle avait 28 ans. Et je me suis réfréné parce que j'avais envie de dire ah, c'est l'âge qu'il avait Spielberg quand il a réalisé Dans la mer, si tu veux. Mais je l'ai pas dit parce que je sais qu'il n'y avait pas d'intérêt. On peut partir de ce point de vue-là. Moi, souvent, je me rappelle cette évidence, c'est que tout le monde veut bien faire. Tout le monde est du côté des Oui. justes selon ses propres valeurs et critères. Est-ce qu'il n'y a pas un danger d'ostracisation des autistes en les cantonnant seulement à leur côté pur et sincère? Parce que ça revient souvent. Moi, je trouve que la meilleure inclusion, ce serait déjà que le mot inclusion n'existe plus, et puis ce serait de reconnaître en fait des personnes autistes comme des gens qui peuvent être cons en fait aussi, qui peuvent être, enfin tu vois, parce que moi je peux me prendre la tête hein, avec des gens qui sont autistes, je peux pas, enfin je peux vraiment pas être d'accord. C'est pas parce que on partage cet estampillage ou ce fonctionnement en fait, tu vois, que qu'on se ressemble et qu'on a des choses à partager. Enfin, Mhm. c'est pas forcément. Et puis tu sais, un autiste qui va me parler de sa passion pour, j'en sais rien, moi, les cartes postales d'après-guerre, franchement, ça va me saouler. Hein. Enfin, tu vois, c'est pas. Est-ce que tu pourrais dire que en fait les autistes sont pas forcément gentils? Est-ce que ce serait pas les réhumaniser et aider quelque part un petit peu à c'est quoi que tu dis? C'est l'inclusion, à faire disparaître en fait cette nécessité de l'inclusion en leur donnant le droit à la mesquinerie, à la méchanceté, à la médiocrité, à la superficialité, à plein de mots qui sont pas forcément associés à ce trouble. De dire quand on est autiste, on peut aussi être. euh, Ah, mais moi, je pense, parce que Quanon, la secte Quanon, tu te rappelles pas de ça? Ils avaient fait des non. photos avec le mec avec des cornes et tout. Ça avait fait tout un truc. Ils avaient saccagé le Parlement américain, je crois, un truc comme ça. Bref, il y a pas très longtemps, il y avait le jugement du gourou de cette espèce de secte, et on te disait qu'il était autiste en fait. Et Ok. ça m'emmerdait en fait. Ce qui m'emmerdait, c'était pas le fait qu'on dise qu'il était autiste, mais c'est qu'on y a pas de corrélation en fait. Tu vois, Hmm. c'est pas parce qu'il est autiste qu'il fait des trucs cons, c'est que c'est un autiste qui fait des trucs cons. Enfin, Ouais. et c'est ce qui est différent en fait. Et tu sais, c'est comme avec on va parler d'autisme avec déficience intellectuelle. C'est pas tout à fait vrai en fait. C'est des autistes, ouais, qui ont une déficience intellectuelle, comme tu peux retrouver des autistes qui n'en ont pas, des autistes qui ont une surefficience du coup intellectuelle. Ça va pas ensemble. Enfin, c'est pas. Et, et Mais justement, on gagnerait sans doute à complexifier ce spectre-là dans la vision que peuvent en avoir les gens qui sont pas concernés en fait, en disant bah voilà, c'est vraiment ce que tu viens de dire, c'est hyper important. C'est-à-dire que on peut être autiste et on peut ajouter presque ce qu'on veut derrière. mais moi, je pense qu'on peut ajouter ce qu'on veut parce que euh, bah, ce serait terrible d'être complètement prévisible en fait, tu vois. Et on n'est pas, je pense qu'on n'est pas prévisible et que un autiste peut tout faire si les conditions sont réunies. Bah, ça suppose autant le bien que le mal en fait, je pense. Ouais. Enfin, c'est ce que je me dis. Il y a, je serais pas étonné qu'il y ait des dans le passé qu'il y ait eu des dictateurs, des empereurs ou des tyrans qui étaient dans le spectre. Hein, tu vois, ce serait pas. Ouais. Et, et très souvent, je trouve qu'on associe ça. Quand j'étais sur des forums HPI, on associait vachement l'intelligence à certaines valeurs morales, en fait. Tu vois. Tu vois, je vais atteindre le point Godwin euh, direct, tu vois. Mais Mince. Hitler était probablement intelligent. Et donc, on peut pas dire que des gens qui sont hypersensibles ou qui sont intelligents sont nécessairement des gens qui sont l'apanage des valeurs morales, tu vois, Bien et de sûr. bienveillance. Mais de toute façon, quand le référentiel c'est l'intelligence, il faut déjà pouvoir le définir en étant d'accord, hein.
Oui, oui, c'est sûr. Mm. J'ai une question un petit peu philosophique pour toi. Est-ce qu'être autiste, c'est avoir des valeurs collectivistes et un mode de vie individualiste en dernière analyse? J'en sais rien. En tout cas, ça me correspond. Moi j'ai l'impression d'être fondamentalement collectif, mais vraiment, enfin, dans tout ce que je fais. Mais d'être, et là on rentre dans la dimension sacrificielle, c'est-à-dire d'être toujours satellite en fait. Euh, Tu vois, de vouloir. Euh, J'aime bien moi dans les groupes faire des petites choses. Je trouve qu'il y a plein de choses qui sont importantes à faire pour créer des dynamiques. Moi j'adore ça, les dynamiques de groupe, mais je vois bien que j'en fais peu partie en fait. Je suis observateur et architecte un petit peu des fois des dynamiques de groupe. Et donc je trouve qu'il y a ce côté-là en fait de valeur de collectif avec un côté très seul en fait là-dedans, tu vois, très seul. Mais en même temps, moi j'aime bien, hein, j'aime bien être un ours. Tout à l'heure, on évoquait le fait que on peut être autiste et n'importe quoi derrière. Je me pose la question du coup maintenant, est-ce que c'est possible d'être autiste et par exemple de vivre en communauté selon toi? Un autiste au sein de ce fonctionnement-là, est-ce que ça paraît probable, plausible? J'en j'en sais rien. Si je parlais pour moi, je ne pourrais certainement pas. Ça c'est sûr. Mais après, après, j'en sais rien. Ceux que je connais ne pourraient pas non plus. Donc, Ouais. faudrait faire un gros sondage. Mais moi, j'ai l'impression que c'est pas compatible. Enfin, ça me semble, c'est déjà pas facile de vivre en couple ou en famille, je trouve. Et ça se retrouve quand même chez beaucoup de TSA. Je Ouais. vois pas comment on pourrait imaginer une vie en communauté, tu vois. Ok. J'ai une série de questions pour toi qui commencent toujours de la même façon. Quel serait pour toi le rapport d'une personne autiste au sentiment d'impuissance face au monde? Qu'est-ce que le fait de se retrouver dans une situation où on est impuissant, comment ça se traduit en réaction? Tu vois ce que je veux dire? Bah moi, je pense que ça se traduit par beaucoup d'anxiété et peut-être des ruminations et des obsessions pour rétablir l'équilibre et réparer cette impuissance en fait. Enfin, je pense. Moi, je peux pas avoir un dossier ouvert en fait, un truc. Faut que ce soit carré, réglé, et sinon ça traîne en fait. Ouais. Sinon, ça prend toute la place. Ça prend toute la place. Ouais. Quel serait pour toi le rapport d'une personne autiste à l'ennui? Ah, ça, je l'ai vécu. Hein. Je me suis longtemps considéré comme un survivant de la temporalité vide. C'est comme ça que je disais. Et, C'est beau. je vais te dire que depuis que enfin que je suis arrivé dans ces questions, dans ce diagnostic et tout ça, je m'ennuie plus. Mais je m'ennuie jamais Ok. en fait. Maintenant, il y a 15 ans, j'avais des moments réels d'emmerdement où je me dis qu'est-ce que je peux faire pour m'occuper en fait. Et moi j'ai plus ça du tout. C'est rigolo que ça coïncide Ah ouais. avec l'après-diagnostic. L'ennui devient moins présent. Ouais, ouais. Et puis en plus, enfin, c'était vraiment réel. Hein. Je passais des heures et des journées avec ce sentiment que je m'emmerdais en fait. Et pourtant, j'avais une vie qui était déjà bien remplie. Donc maintenant, elle est encore plus remplie. Mais non, en fait, même quand je fous rien, je m'ennuie pas. Tu vois, parce que des fois, je bouquine ou je suis dans un de mes sujets d'intérêt ou des trucs comme ça. Et puis, et, j'ai pas trop d'occasion de m'ennuyer en fait. Mais des fois, j'aimerais bien m'ennuyer parce que ça voudrait dire que j'ai du temps. Et ça, c'est plutôt mon problème, c'est le temps parce que j'ai l'impression que j'ai une quête maintenant dans la vie, c'est que tout s'arrête, mais que tout s'arrête dans le sens que tout soit à sa place, tout soit rangé. Et mon souci, c'est de constater que on est proactif, donc on est tout le temps dans des projets, donc il y a toujours des dossiers ouverts et ça s'arrête jamais. Est-ce que ça voudrait dire que l'impermanence, c'est le truc le plus anxiogène pour toi? Ah pour moi ouais, Ouais. et c'est terrible. Enfin, je sais que j'alimente. En fait, je mets en place en permanence des trucs dans l'espoir de ne plus avoir besoin de les mettre en place. Enfin, tu vois, et que à 15 jours, un jour, il y ait plus rien, que ce soit stable de partout, au niveau perso, au niveau professionnel, J'entends. tu vois. Ça rejoint une idée que j'aime bien, c'est-à-dire qu'on fait toujours des choses pour arrêter de les faire. On réfléchit pour arrêter de réfléchir. On mange pour arrêter de manger, et ainsi de Mhm. suite. Mon boulot d'éducateur, c'est de faire en sorte que les personnes n'aient plus besoin de moi non plus.
Ouais, Donc, c'est ça. la finalité du travail social, c'est la fin du travail social, enfin, tu vois. Ouais, ouais, bah oui, carrément. Je vois. Quel serait pour toi le rapport d'une personne autiste à la mort? Du coup, là, pour le coup, ça s'arrête. Mais là, ça s'arrête. Alors, c'est des fois un sujet, ouais, qui revient sur les réseaux, là, dans les groupes TSA. Et alors moi, ça me fait absolument pas peur, mais pas du tout. Et je suis plus ennuyé par celle des autres, en fait. Tu vois? Mais je connais, hein, des gens qui ont des gens qui ont des peurs, vraiment, c'est quelque chose qui les effraie. Et souvent, quand tu questionnes les gens, c'est plutôt ils ont peur de la maladie, ils ont peur de la souffrance qui est souvent corrélée en fait à la mort, alors que moi je leur dis ouais, mais la mort en soi en fait, tu vois. Moi, évidemment, j'ai peur de la maladie, de la souffrance, mais de la mort, non. Quel serait pour toi le rapport d'une personne autiste à la liberté? Une de mes thématiques de prédilection quand j'étais ado et que j'écrivais beaucoup, c'était la notion de conditionnement. Voilà, c'est le mot qui revenait très souvent. Le conditionnement, le fait d'être enfermé et tout ça. Je pense que c'est un rapport très particulier parce que moi j'ai quand même toujours eu le sentiment d'être enfermé derrière une vitre, tu vois, derrière qui avait quelque chose qui m'enfermait. Donc, je sais pas si des autistes se sentent libres vraiment, en fait, tu vois. Je sais pas parce que tu as à la fois ce que tu ressens dans ton rapport au monde et puis les confrontations systématiques avec l'entourage qui te ramènent au fait que que t'es pas libre, que tu dois t'adapter, que tu dois toujours revêtir des costumes, tu vois, Hmm. des rôles adaptés aux situations. Donc ce serait ça pour toi la liberté, ce serait plus de plus porter de costume. Ouais, je pense, ouais, ce serait de pouvoir être comme je veux, en fait, de pas me forcer, en Hmm. fait. Enfin, Et t'avances vers tu ça, vois, hein, j'ai l'impression. j'espère. Il y a Hmm. des moments où je le perçois. Tu vois, il y a des gens qui viennent en soirée pour manger à la maison. Et il y a des moments, ça me saoule. Enfin, tu vois, et je le perçois beaucoup plus maintenant. En fait, tu sais, je cherche plus à, j'arrive même plus à faire semblant. En fait, quand voilà. Donc, je prends mes libertés. Je vais me coucher ou je m'en vais ou tu vois, ou je dis aux gens, j'en ai marre. Et puis voilà. Quel serait pour toi le rapport d'une personne autiste au silence? Est-ce que tu connais le silence? Le silence, je le connais pas trop parce que il y a enfin, dans ma tête, il y a plein de bruit, hein, de toute façon. Mais en tout cas, moi, j'ai une sensibilité au bruit, vachement. Donc, le silence, j'aime bien l'idée. Euh, C'est un concept en fait. en tout cas, ce serait quelque chose de très positif pour moi, en fait, cette notion de silence. Ouais, Et des fois, je suis chez moi quand je suis tout seul et j'écoute le silence et j'aime bien. C'est ok. souvent le soir, hein, tu sais, le soir dans mes insomnies, que des moments que je préfère, hein, où il y a pas de bruit, en fait, et je suis tranquille. Ah ouais, donc t'es un insomniaque heureux. Ah oui, oui, je suis un insomniaque heureux. C'est bon ça. Sur, C'est un bon surtout titre de livre. depuis qu'Internet existe aussi, tu vois, parce que Internet, ça te permet de faire des recherches sur tout ce que tu veux, tu vois, enfin, tous les sujets, et puis c'est hyper, c'est infini, tu vois, et ça j'aime bien en fait, parce que c'est une source potentielle d'informations pour assouvir ma curiosité permanente en fait. Ça j'aime bien. Ok. Quel serait pour toi le rapport d'une personne autiste au corps? Bah, après, comme je te dis, moi je peux parler que de moi. Bien sûr. Moi je suis désynchronisé, hein, tu veux, mon corps c'est un truc que je traîne un peu, tu vois. Euh, il y a à la fois, tu sais, les problèmes corporels, de dyspraxie, des trucs comme ça, de maladresse. Il y a les sensibilités aussi, tu sais, que tu peux retrouver tactiles. J'aime pas trop qu'on me touche trop, enfin, les distances, quand on est trop près de moi, enfin, des choses comme ça, en fait. Et mon corps, je dirais que c'est pas quelque chose de plaisant, euh, c'est plutôt, comment je pourrais dire, un nerf à vif, tu vois, qui, qui, Ouais. qui est le premier à recevoir les attaques, en fait. Enfin, il est, il est plus victime, je trouve, d'intrusion que protecteur, je trouve, encore.
Quel serait pour toi le rapport d'une personne autiste au couple? Bah, le rapport, c'est que c'est pas facile parce que le, en général, un autiste, tu vois, ou un Asperger, c'est la bande-annonce, elle donne envie en fait. Tu vois, le trailer, il donne envie, euh, mais c'est souvent une mauvaise surprise après une commande assez discount, tu vois. Tu, parce que tu rencontres par exemple un autiste, il va être passionnant hein, sur ce qu'il te raconte, il va être, tu vois, mais tu vois que un aspect et tu vois pas vraiment l'intérieur. Quand tu arrives vraiment dans les rigidités, quand tu arrives dans le besoin de routine, l'inconfort face aux situations changeantes ou la sélectivité alimentaire, enfin tous ces trucs en fait. Et donc je pense que c'est pas facile pour la personne qui est en couple en fait. Ça lui demande quand même vachement d'efforts pour tolérer et accepter les particularités de son conjoint, tu vois. Mais en même temps, moi, je sais que c'est ce qui me maintient aussi. Euh, je Mhm. pense que je pourrais être grave désocialisé ou euh, complètement débordé si j'étais pas en couple, en fait. Quels sont les moments les plus intenses selon toi? Les moments partagés ou bien les connexions internes vécues seules? Moi, je pense que c'est les moments vécus seuls, Ok, les moments les plus intenses, parce que je peux aller au-delà de ce que je m'autoriserais à faire en société, en fait. ok. Et je te parlais de steaming. Euh, en soirée, si je me mets à mettre en boucle, tu vois, 10 secondes ou même pas 5 secondes d'une musique, c'est pas socialement acceptable, si tu veux. Et pourtant, J'entends. pour moi, c'est quelque chose qui va être intense. Donc, non, je dirais tout seul parce que c'est vraiment c'est l'espace où c'est possible, tu vois. Oui, j'entends. Il y a plus de liberté de se laisser aller à ce qui est vraiment là, sans heurter les autres. Est-ce que tu peux nous parler de tes intérêts spécifiques? Ouais, ouais, ouais. Intérêt spécifique, il y a pour les dents de la mer depuis tout petit. Dents de la mer, et les requins, mais les requins c'est annexe, ça va être plutôt les dents de la mer. Ça, c'est un de mes intérêts. Après, j'ai envie de dire qu'il y a les intérêts de la vie et puis les intérêts opportunistes qui se grèvent de temps en temps. Alors, il y en a qui reviennent, il y en a qui repartent, il y en a qui sont permanents. Il y a eu donc des sujets comme le Titanic, il y a eu le Pompéi, une période, bon, des sujets comme ça, Jésus aussi, qui ont pu m'intéresser. Quand j'étais gamin, j'aimais bien les grues et les antennes de télécommunication. C'était des sujets comme ça que j'aimais bien. Sinon, il y a un vrai intérêt pour la scène, en fait, la scène et tout ce que je fais au niveau artistique en tant que comédien, on rentre complètement dans mon intérêt spécifique et c'est top parce que c'est assez socialisé, en fait. C'est social parce que c'est une rencontre, c'est un partage et puis c'est quelque chose que je peux montrer, en fait. Dans mon bilan diagnostic, c'était écrit d'ailleurs comme tel, en fait. Ça faisait partie de mes intérêts aussi, tu vois. Ce rapport à la scène et, euh, et à l'expression, finalement. L'expression. Donc voilà, après, qu'est-ce que tu veux que je te raconte là-dessus? Non, c'est juste la question d'après qui était un peu provocatrice que je voulais amener en disant qu'est-ce qui différencie le supporter de foot ultra impliqué d'un autiste en mode intérêt spécifique selon toi? Moi, selon moi, je dirais, ouais, enfin, c'est toujours pareil. C'est comme, est-ce que c'est une passion débordante Hmm. ou Ouais, c'est ça en fait le un fond de intérêt de la spécifique? question. Si je te dis par exemple que j'aime bien par exemple Titanic, c'est beaucoup plus précis. C'est que moi, ce qui me fascine, c'est la découverte de l'épave précisément. Tu vois, en général, c'est plutôt un truc précis là-dedans, dans le thème Ok, général. Euh, tu vois, si par exemple le supporter de foot, bon, c'est un passionné, mais en fait, s'il est précisément passionné par un joueur et surtout quand il porte un maillot de telle couleur et qu'il a ses cheveux, je ne sais rien. Enfin, tu vois, moi, je suis pas fan de cinéma. J'aime les Dents de la Mer. Enfin, tu vois ce que je veux dire? ouais. Euh, Oui, oui, c'est pour c'est- ça que c'est surprenant quand on regarde ça de mon point de vue, du coup, c'est plutôt surprenant que tu aies dit les requins, c'est annexe, c'est les dents de la mer. mais oui, mais C'est oui, parce rigolo, que les gens, cette priorisation.
C'est surtout ça. Donc par contre, évidemment, je vais pouvoir parler des films de Spielberg, je vais pouvoir parler, tu vois, Mais mais l'épicentre, c'est les dents de la mer. l'épicentre, c'est vraiment ça. Donc si tu veux, si tu me branches là-dessus, je suis content, et, et je suis capable de placer ça dans des discussions au boulot à un moment en fait, hein. Alors que tu, tu vois, il y a eu une fois, il y avait une pause entre collègues, et puis j'avais une collègue, c'était son anniversaire, elle avait 28 ans. Et je me suis réfréné parce que j'avais envie de dire, ah, c'est l'âge qu'il avait Spielberg quand il a réalisé Dans la mer, si tu veux. Et, mais je l'ai pas dit parce que je sais qu'il n'y avait pas d'intérêt. Mais ouais, il n'y a pas un jour où j'ai pas une petite recherche ou un petit truc en lien avec ça, en fait. Eh ben, merci pour cette réponse, ça m'a bien fait rigoler. Et puis c'est bien que tu aies du recul dessus, c'est-à-dire qu'on peut en discuter de façon détendue. Et c'est ça aussi que j'attendais de cet échange. C'est à la fois d'aller dans les profondeurs de là où ça nous amène, la discussion, et en même temps de pouvoir rester bah voilà, avec un recul relatif et de la légèreté et tout. Et voilà, merci pour ça. Quel livre, quel documentaire ou autre ouvrage sur le sujet de l'autisme tu conseillerais à ceux qui nous regardent? Ouais, alors je conseillerais les ouvrages de Tony Hadwood sur le sujet. Je pense que ça peut vachement plaire. Au niveau tout ce qui est Asperger, je conseillerais le guide de survie de la personne autiste de Jean-Philippe Piat. C'est une personne d'ailleurs qui est dans mes contacts aussi sur Internet. Je conseillerais la BD La différence invisible de Julie Dachet, enfin, qui est chouette. En fait, c'est sympa. Puis graphiquement, c'est chouette aussi, tu vois, le côté BD. Et mes vidéos de promenade de chiens, Bah vous les oui, regardez? carrément. Je les Bah conseille. justement, ma prochaine question, elle a à voir avec ces vidéos. Est-ce qu'il y a des points précis, des vidéos que tu as déjà publiées, avec lesquelles tu es plus d'accord aujourd'hui? Bah, si tu me réponds non, ça me va, hein. Ouais, non, non, je suis assez d'accord avec ce que j'ai dit. Par contre, je suis moins d'accord avec le personnage que je pouvais être au début des vidéos. Parce qu'au début des vidéos, j'avais vachement, j'étais moins dans la folie ou dans le délire, hein, où j'essayais de faire un truc où j'avais, j'étais plutôt en recherche d'être légitimé par mes pairs à ce moment-là. C'est-à-dire d'être reconnu euh, par la communauté autiste, ceux qui regardaient les vidéos. J'avais vraiment besoin qu'ils me disent que c'était bien et qu'ils se reconnaissaient et que ça avait de la valeur ce que je faisais. Alors que Ouais, maintenant, je suis à l'étape 3 de mon parcours de vidéo où maintenant c'est plus le personnage que je suis, que je ouais, souhaite faire vivre, l'autisme, ça devient un sujet secondaire qui peut réapparaître, mais je me verrais bien continuer un peu le même schéma, le même principe, mais d'être moins focalisé sur l'autisme. Ce qui est le cas d'ailleurs hein, les dernières vidéos où je suis sur des sujets qui sont moins précis en fait, moins dans le sujet du oui, TSA. parce ils sont précis quand même, mais ils débordent de la spécificité de l'autisme. Je vais bientôt recevoir Carlos Tinoco pour une interview qui portera le même titre, mais qui posera cette même question à propos des surdoués. Est-ce que tu aurais une question à lui poser? Ok. Il y a une question que je me pose. Est-ce que le fait d'être surdoué amène, est-ce que ça devrait être un diagnostic? Je m'explique, c'est que souvent les gens qui vont être surdoués HPI, ils vont dire j'ai été diagnostiqué, ce qui est pas vrai puisque un diagnostic, c'est un acte médical, donc tu es obligé de passer par un médecin, donc un psychiatre. Donc c'est pas un diagnostic en soi, c'est une information. C'est une information sur ta vitesse de traitement ou, enfin, tu vois, sur la manière dont ton cerveau fonctionne. Et, euh, et souvent, je lis que des personnes ont des difficultés, sont comme ci, sont comme ça. Et je me pose la question, mais est-ce que c'est parce qu'ils sont surdoués ou est-ce que c'est parce qu'il y a quelque chose, ils ont quelque chose d'autre en fait et, euh, et du coup, j'en arrive à me dire que peut-être que la personne, que des groupes de gens comme ça surdoués se disent, oui, on est hypersensible ou on est comme ci, comme ça parce qu'on est surdoué, ou alors c'est juste qu'ils sont quelque chose et en plus, ils ont un potentiel intellectuel. Donc j'en arrive à me poser la question, est-ce qu'il y aurait nécessité, est-ce qu'il y a un vrai diagnostic, ce qui impliquerait que les caractéristiques, si tu veux, des surdoués soient connues, partagées
et accepté par la communauté scientifique, d'accord? Ou alors, le surdoué n'est pas un diagnostic et n'est pas une réalité, en fait. C'est une réalité par rapport au fonctionnement, la rapidité du fonctionnement, la manière de, tu vois, mais que tout ce qui est à côté, qui pourrait être des comorbidités ou des spécificités, bah, c'est lié à autre chose. Tu vois ce Ok. que je veux dire? Ouais, C'est, carrément. est-ce que les inconvénients qu'on associe à l'HPI sont pas liés à autre chose que la personne ignore chez elle, comme un TDAH ou un TSA ou quelque chose d'autre, tu vois? Une J'entends. question. Bah, je lui poserai la question. Et justement, ce même Carlos Tinoco, lui, il évoque un mode de pensée surdoué, justement. Donc, il sort même du test en lui-même. Et ce mode de pensée surdoué, pour lui, il a pour socle le fait de ne pas pouvoir adhérer au récit collectif sans les disséquer ou les interroger, les remettre en question. Et qu'en est-il du mode de pensée autistique par rapport au récit collectif, selon toi? Le mode de pensée autistique, il est par définition, il n'est pas collectif en fait. Il n'est pas impliqué dans le collectif parce qu'il part de dans l'autisme, si tu veux, tu es vachement dans égocentré. Et égocentré, c'est pas péjoratif quand je dis ça. C'est-à-dire que la réalité commence par lui-même, en fait. Vraiment, commence de lui-même. Et il y a vraiment une grosse difficulté à se figurer que tout n'est pas sa propre vision, en fait. Tu vois? Et je trouve que c'est la grosse différence avec cette idée-là de pas se reconnaître dans un truc collectif. Moi, c'est même pas que je me reconnais pas dans le discours collectif, c'est que je n'ai même pas conscience qu'il y a un discours collectif parce que j'ai pas conscience qu'il y a un discours autre que le mien. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, Je le j'entends. sais parce que je te parle et puis je le sais, mais mon premier réflexe dans ma pensée, c'est de certainement pas imaginer qu'on pense différemment de moi en fait. C'est En d'être fait, c'est un incapable. savoir théorique, c'est quelque chose que tu as acquis parce il fallait bien aussi rentrer en connexion avec le monde, mais de manière instinctive, de manière innée, t'es pas du tout branché là-dessus. Ah non, pas du tout. Et c'est pour ça que très souvent, je peux attribuer des pensées aux autres ou des intentions parce que je ne filtre vraiment que par moi en fait. Et même quand et souvent quand la personne elle m'explique, bah non, ça me ramène, ah oui, il faut que je me mette dans son contexte, si tu veux. T'as des gens qui arrivent à relativiser, à se dire, oh bah non, il a dû faire ci, faire ça, pas moi en fait. Une personne qui a mon boulot, qui arrive et qui fait la gueule, dans ma tête, elle ne fait la gueule que par rapport au boulot. Ça peut pas être par rapport à autre chose parce qu'elle n'a pas de vie au-delà de notre périmètre, tu vois. Elle Ok, c'est n'existe super pas en fait. parlant, ouais. Et Bah oui, donc, c'est super parlant. ah bah oui, et c'est pour ça que aussi, quand je m'imagine les gens, par exemple, je prenais mon boulot, je m'imagine mes collègues maintenant, pour moi, ils n'existent pas en fait. Je ne les vois pas dans ma tête, et, euh, et limite, ils sont chez eux et ils bougent plus, tu vois. Ou limite, c'est un truc comme ça. Et, euh, et donc, c'est ça qui est difficile, c'est qu'au bout d'un moment, euh, je les vois faire la gueule ou être énervé pour X raisons, je vais avoir une tendance à penser que c'est de ma faute, tu vois. Puisque on est dans le même espace qu'on partage, donc j'ai l'impression Eh qu'il y a un ben, lien avec moi, alors que pas du tout en fait. Moi je vis souvent hein, les humains comme des agressions, enfin tu vois, enfin comme quelque chose qui m'agresse ou qui me déstabilise, tu vois. C'est particulier, moi, parce que qu'est-ce qui relève du physiologique où tu te sens un peu réceptif, tu sais, à tout, et qu'est-ce qui relève des mécanismes d'adaptation où tu te fonds complètement dans l'autre, où tu t'adaptes à l'autre et tu réponds à ses attentes et tout ça, tu vois, j'ai l'impression qu'il y a deux réalités différentes. Si tu veux, tu as la réalité ouais, physiologique, je pense, et puis la réalité sociale, qui sont deux trucs hein, je trouve un petit peu différent. Mais j'ai assez ce sentiment-là, en tout cas, de me nier en fait quand je suis avec les autres. J'ai le sentiment que je rentre en mode investigation, en mode combat, prêt pour aller à la guerre et la guerre de comprendre qu'est-ce qu'il me veut, qu'est-ce que je dois dire et qu'est-ce que tu vois, comment m'ajuster au mieux parce que il y a énormément d'informations. Qui se passent en fait dans le regard, les postures, les intonations, les trucs. Il y a des enjeux et puis et des informations à traiter. Il faut savoir comment les traiter, les mettre dans les bonnes cases, les bons endroits pour s'adapter. Et c'est souvent là où ça devient compliqué. Et c'est pour ça que c'est beaucoup plus facile pour moi de converser avec quelqu'un en écrivant, tu vois, ouais. on écrit, que dans une interaction directe en fait. Et j'ai le sentiment de me sacrifier un petit peu pour les autres, de pas m'écouter
au profit en fait au profit du collectif ou au profit de l'autre en face, mais que moi mes besoins, ils passent en second plan, tu vois. Ouais, Et mais j'essaie de plus en plus d'être moins là-dedans, en fait, de j'entends. m'écouter un peu. Ok, super. Voilà. Je vais passer à des questions que j'ai sélectionnées dans celles qu'on m'a envoyées. Et du coup, voilà, c'est quelqu'un qui dit: «Je ne me sens pas toujours légitime dans mon diagnostic». Est-ce aussi ton cas, Fabrice? Pas du tout. Pas du tout. Je pense que ça aide le fait de faire des vidéos et puis d'avoir des gens qui te, ah, tu vois, qui t'encouragent, qui te remercient, qui te disent aussi, euh, tu vois, moi je suis invité par des organismes de formation, des centres spécialisés, tout ça. Donc, au bout d'un moment, enfin, ils me reconnaissent en fait. Donc, je me sens assez légitime là-dedans. Après, pourquoi on pourrait pas se sentir légitime? Peut-être que ça vient peut-être le sentiment d'imposture quand tu vois que les difficultés des autres sont un peu pires que les siennes, peut-être. Donc c'est une espèce de jugement de valeur ou de hiérarchisation qui fait qu'on pense ça. Peut-être que c'est parce que cette personne n'a pas de reconnaissance de ses pairs aussi. Je sais pas. Possible. Bah, du coup, Mais, elle demande comment arriver à mieux s'accepter et se sentir légitime dans son diagnostic. Donc toi, tu lui réponds, entre autres, la reconnaissance des pairs, c'est important, et de se tourner vers les gens qui connaissent bah, les mêmes difficultés qu'elle, ou qui en sont plus loin sur le chemin. plutôt ceux qui sont plus loin sur le chemin, en fait, de façon à se diriger plutôt vers des gens qui seraient, du coup, dans cette hypothétique étape 3 en fait. Ouais, Euh, Pourquoi? Parce que si tu es face à des gens qui sont dans l'étape 2, donc ce qui veut dire être engagés dans des démarches diagnostiques de questionnement, chacun pense à son propre nombril, chacun voit par rapport à lui-même. Et du coup, inévitablement, tu es dans des comparaisons, en fait. Et le piège aussi, c'est qu'on est vachement borné sur des critères diagnostiques très précis, sur une société qui véhicule des messages qui sont aussi limités sur le TSA. Donc, c'est vachement dur de se sentir légitime quand tu es un adulte diagnostiqué sur le tas, en fait. Tu as énormément d'adultes dans le monde du travail qui sont des autistes qui s'ignorent, en fait. Je lui souhaite de trouver de l'apaisement par rapport à ça, en fait, par rapport à la ouais. légitimité. Je pense que déjà, dans l'échange qu'on a eu avant, il y avait des éléments qui peuvent évidemment l'aider. Mm. Et notamment, je pense que ce que tu as évoqué avant, ça met aussi l'accent sur le temps qui est nécessaire peut-être après le diagnostic, parce qu'il y a des phases qui sont assez inévitables, malheureusement, parce que c'est pas les plus confortables, mais de manière à restructurer en fait, se restructurer en interne, se ressaisir de soi d'une autre façon, dans son rapport au monde et son rapport à soi. Et oui, parce que si tu en es à, à vouloir coller au diagnostic, c'est-à-dire tu te retrouves confronté à toi, comment tu te situes par rapport à des critères très précis, en fait, mais qui sont pas du tout individuels, qui tiennent pas compte de ton parcours, de toutes les compensations et toutes les adaptations que tu as mis en place. Donc, c'est un parcours qu'il faut regarder. C'est pas seulement des traits qui ressemblent et qui correspondent. Il faut réussir à s'affranchir, en fait, d'une liste d'items et, et, euh, et, et puis même du diagnostic, en fait. Ouais. Vaut Ouais, mieux être légitime par rapport à soi-même dans sa vie, en fait. Tu donc vois? il y a une dernière étape à cette intervention. J'ai été diagnostiqué il y a peu et je me demande comment repenser ma vie à la lumière de cette annonce. Donc là, déjà, toi, tu donnais des éléments en disant, bah, on est tenté de le faire, mais peut-être c'est peut-être pas enfin, ça va passer, quoi. C'est-à-dire qu'on a cette tentation de vouloir tout repenser, mais ça se restructure de soi-même presque. Et donc elle parle de domaine personnel, familial ou professionnel. Elle a envie de tout revoir en fait, de tout foutre en l'air ou de tout, je sais Mais pas. et tu vois vachement ça. Et puis des gens qui vont cultiver même une colère, en fait, une colère vis-à-vis de ce qu'ils ont vécu, vis-à-vis de, tu vois, des autres. Je sais pas si ça permet d'avancer, en fait, que d'être nourri de colère, en fait. Enfin, je sais pas, hein. Et revoir sa vie, ça veut pas dire poser des actes, en fait. Ça peut, enfin, tu vois, c'est déjà être plus tolérant vis-à-vis de soi, vis-à-vis des autres. Ça, c'est important. Mais faut pas oublier que dans l'autisme, on a quand même besoin de structure dans le sens où il faut quand même qu'il y ait des repères. T'imagines
si t'es autiste et que tu t'envoies tout valser, tu quittes ton mari ou ta femme, tu démissionnes, tu déménages et tu pars. Ouais, enfin, je pense qu'au bout d'un moment, tu sentiras le contre-coup quand même. Donc, je dirais qu'il faut prendre le temps et se cultiver un petit peu sur le sujet, euh, au-delà du sujet en lui-même, mais étudier son propre sujet, soi, en fait. Et donc, pourquoi pas faire engager des psychothérapies, aller dans des groupes, ou j'en sais rien, moi. Enfin, euh, en tout cas, je pense faut s'instruire un peu sur la thématique, et puis les chemins qui sont pris sont tellement différents, en fait. Il y a pas vraiment de règles, en fait. Mais ce qui est triste, c'est qu'il y a des gens effectivement qui se retrouvent avec plein de regrets, en fait, plein de regrets, plein de parce que certains sont diagnostiqués à 60 ans, d'autres, tu vois. Enfin, Parce que ouais, 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 ouais. la frustration d'avoir été un peu volé. J'avais vu ça chez une youtubeuse qui était vraiment très vindicative, très énervée d'avoir perdu ces années-là et qui l'exprimait. Moi je pense que c'est une bonne chose en fait quand c'est là, de le dire. Après, de façon publique, c'est elle qui voit, c'est son choix. Mais bah, ça m'a intéressé de le voir. Donc du coup, en plus, voilà, c'était intéressant comme expérience de dire, waouh, elle sort sa colère là de façon très très frontale en disant là, moi je viens de le savoir et tout, j'ai perdu des années, je suis folle quoi, je suis folle de rage. Bon bref, ça m'avait touché un peu ce témoignage, même en me disant j'aimerais pas être dans ces pompes parce que ça a pas l'air évident quoi. Ouais, et puis mais après, tu as des parcours. Moi, je me dis pas que j'ai perdu des années. Je me dis, bah, finalement, ces années n'ont pas été vaines. En fait, c'est un truc comme ça que je me dis, moi. Bah oui, on l'a senti tout à l'heure dans ta réponse. On a senti Mais que t'étais plutôt tendre avec l'expérience qui est la tienne et que tu as conscience que tous les éléments forgent ton histoire t'amènent là aujourd'hui avec tes forces, ouais, avec voilà. et puis tu sais, enfin, moi, j'ai eu de la chance parce que je me suis vachement investi, enfin, dans le théâtre très rapidement, très tôt, hein. Enfant, j'étais déjà dans des trucs comme ça. Donc, je pense que ça a été des leviers aussi qui me permettaient, moi, tu vois, de pas forcément subir trop de dommages. Après, je pense que dans les années 80, le monde était peut-être un peu moins violent, ou alors je l'ai pas vu, je l'ai pas perçu, si tu veux, la violence du monde d'aujourd'hui. Donc, c'est peut-être pour ça que je suis passé à côté. Euh, je sais pas. Et puis, de toute façon, euh, tout ce qui était trouble 10, TSA, ça n'existait pas dans les années 80. Donc, c'est une question qui se posait pas, en fait. Tu vois? Ouais, ouais, Euh, on est dans une période très riche dans justement, c'est la démocratisation des spécificités neurologiques, cognitives, comportementales, etc. Il y a une avalanche de ouais. possibilités et de connaître ces spécificités sous différents prismes, dont les gens qui témoignent eux-mêmes maintenant de ce qu'ils vivent. Ouais, c'est ça. Et bah du coup, ce que je vais faire là maintenant, c'est que je vais passer la parole à Gaëtan qui va faire son bilan. Donc c'est donc le bilan de Gaëtan. Alors, merci beaucoup Fabrice déjà pour avoir passé ce moment avec nous. Moi j'étais à vous écouter et j'ai noté quelques petites choses en tout cas qui m'ont marqué. Alors déjà petite définition de TSA, trouble du spectre autistique. Je pense que je me trompe pas sur la définition du terme que tu as employé de temps en temps sous forme d'acronyme. Je voyais que tu as parlé assez vite finalement de l'espace artistique. Je me disais est-ce que c'est une façon d'être dans l'échappatoire pour que l'enfant intérieur du coup ne soit pas brimé par tout ce qui était se conformer, se réguler? Est-ce que grâce au côté artistique, qui finalement est quelque chose de très ouvert et très libre, ça permettait de pouvoir quand même te différencier sans avoir de remarques désagréables? Tu ne devrais pas? T'as tout à fait raison. Et c'est ça que j'aime bien d'ailleurs en impro, c'est ce côté justement de pouvoir faire un petit peu ce que tu veux sans être jugé parce que ça choque personne, parce que c'est prévu, c'est comme ça, c'est dans le cadre. Et, euh, et en fait, le côté artistique et le côté artistique, ça passe par juste être celui qui fait des blagues en classe, hein, dans le groupe. Hein. C'est une manière en fait d'appartenir au groupe et d'éviter de la confrontation en fait directe, parce qu'il y a l'espèce de média en fait. Entre soi et les autres, et qui te permettent d'exister quand même, d'avoir une place, euh, et d'éviter finalement d'être mis à jour aussi sur les incapacités ou les impossibles qu'il y a, qu'il y a au-delà de ça en fait. Donc, moi je suis assez d'accord avec ta réflexion, complètement d'ailleurs.
Alors, ce que j'ai entendu aussi, c'est que tu préférais continuer, t'autoriser à te poser des questions plutôt qu'à rejoindre une normalité. Il y avait quelque chose qui était de l'ordre justement il y avait se transformer, s'adapter. Et à un moment donné, tu nous as dit que tu préférais assumer qui tu étais, et en particulier mentalement. C'est-à-dire que d'un côté, tu mettais le physique, et d'un côté, tu mettais le côté intellectuel, et grosso modo, que c'est ce côté intellectuel qui a mis un peu plus de temps à être totalement assumé, et non pas transformé. Oui, oui, oui. Et après, le côté physique, il est particulier parce que moi, tu vois, enfin, si je vois mes fringues, j'ai pas de style. J'ai pas de style, tu vois. Il y a les gens, ils ont un style, on sait, ils ont un style. Moi j'en ai pas. Ça dépend de mon humeur. Il y a des jours où je me sens d'humeur à me mettre comme un sac à patates. Il y a d'autres jours où j'ai envie d'être un beau gosse. Mais il y a pas vraiment de logique. Mais par contre, là où je sais où je peux avoir de la logique et de la cohérence, c'est plutôt au niveau intellectuel, c'est là-dedans. Donc je préfère vraiment aller plutôt sur ce versant-là, puisque le corps reste une espèce de truc un peu à part et à côté pour moi. Alors, à un moment donné, j'ai marqué pour moi demi-autiste, extraterrestre chez les uns, on va dire les typiques, extraterrestres chez les autres, parfois les autistes, et seul dans son nain, seul. T'as une solitude du coup à être extraterrestre chez les uns les autres, donc une sorte de solitude quand t'étais juste toi. Ouais. Ouais. Et mais même je me sens toujours seul. Hein. Enfin, tu vois, c'est. En fait, avant j'étais seul et maintenant je suis accompagné de ma solitude. Enfin, j'accepte beaucoup plus ça en fait maintenant. Tu l'as apprivoisé, t'as su la regarder, donc c'est plus facile d'accepter. J'ai noté aussi que boire un coup, c'était intéressant avec des gens extérieurs, mais il fallait un but, un contexte, un objectif. T'évoquais le fait que boire un coup après un spectacle, c'était ok, mais pas boire un coup finalement pour boire un coup. Non, c'est ça. Et ça revient aussi pareil au téléphone. Tu vois, si toi par exemple tu m'appelles, le top c'est que tu m'envoies un texto en me disant tiens je vais t'appeler pour te parler de l'interview qu'on va faire ce soir. Et là tu vas voir que je vais te répondre et puis on va pouvoir en parler. Mais si c'est je peux t'appeler et que c'est juste pour papoter de la pluie du beau temps, c'est probable que je réponde pas ou que je sois pas dispo en fait, parce qu'il n'y a pas d'objectif, c'est pas clair et que il y a quelque chose d'imprévisible finalement là-dedans, ouais. Et puis c'est surtout que je sais pas faire ça en fait. Par rapport au côté imprévisible, tu disais aussi que tu avais besoin plutôt de messages directs et que toi-même, tu étais dans le message direct. Alors je me disais, séduction et autisme, la séduction, c'est quand même l'endroit où on va s'attendre à des sous-entendus, à des seconds degrés, à des stratégies. Comment ça se passe ou comment ça s'est passé? Ah bah comment ça s'est passé? Ça s'est passé que des fois, c'est arrivé que 10 ans ou quelques années après, je prenne conscience que telle fille m'avait dragué. Et j'ai enfin fait les liens en me disant que je suis passé quand même à côté quand même de plein d'opportunités, tout simplement parce que j'avais pas forcément capté. Alors j'ai relevé aussi le terme d'anxiété, c'est pas n'importe quel terme. Évidemment la souffrance qu'il y a par rapport à ce mot qui est pas n'importe lequel. Tu as évoqué aussi l'hypersensibilité que tu pouvais avoir au niveau auditif, le fait d'avoir des stimuli, parfois avec la difficulté de faire un tri derrière tous ces stimuli qui sont autour de toi, ce qui donne une vraie fatigue derrière en fin de journée. J'ai noté aussi être reconnu pour ce que je suis en vrai, avoir l'impression d'être plus large que ce que l'on perçoit de toi, peut-être aussi à l'intérieur. Ouais, je pense, ouais. Il y a une collègue en 2006 qui m'avait dit un truc genre tiens, salut Fabrice, ça va? Et puis moi j'ai dit oui, ça va. Elle me dit ah bah oui, toi tu dis toujours ça va. Enfin, ça m'avait marqué en fait. Ça m'avait marqué qu'elle me dise ça parce que finalement, je suis incapable en fait de savoir si ça va ou pas. Enfin, c'est trop compliqué comme question. Donc ça dépend où on se situe. Et ça me ramène au fait que pendant très longtemps, j'étais en mode ça va. Ça va, ça va. Donc je préfère moi ce que je vis maintenant où je peux me montrer de façon beaucoup plus à livre ouvert, tu vois. Parce qu'au moins je me dis pour ceux qui vont me rencontrer maintenant, il y aura beaucoup moins d'arnaques ou au moins les tu vois, il y a des trucs qui sont la couleur est annoncée en fait et ça me plaît. Le tapis rouge est déroulé. Et je terminerai par cette fameuse, on a évoqué ça sous forme d'étape 3. L'étape 2, ça pourrait être savoir, mais l'étape 3, c'est simplement être dans son quotidien, être avec ce qu'on est et être avec les autres, avec cette particularité que tu es ou que tu as. Ouais, et puis on pourrait même citer Nietzsche qui disait
deviens qui tu es. Donc c'est plutôt ça pour moi, ouais, l'étape 3. Et puis il y a un mot qui m'a marqué aussi, c'est le terme d'affranchi. Parce qu'affranchi, ça m'a fait penser à l'esclavage. Oui. Et je voyais ça, l'esclavage, et si j'ai bien compris, c'est finalement l'esclavage de devoir s'adapter aux autres, de devoir composer un personnage que les autres, tu penses qu'ils attendent de toi. Et s'affranchir, c'est finalement justement être toi comme tu le sens dans la vie. Ouais, c'est ça. Et puis s'affranchir aussi de cette prison intérieure, mais que tu distingues mal, hein, tu sais, qui est très très flou pendant longtemps. Et au bout d'un moment, bah voilà. Donc une fois que tu lui donnes un nom, tu peux. Enfin, c'est une clé que tu t'offres, hein, une clé pour ouvrir. Et là, tu te rends compte que c'était pas une prison en fait. C'était juste une porte. Merci beaucoup Fabrice pour cet échange à la fois riche et humain. Les liens pour avoir accès à tes actualités sont disponibles dans la barre d'informations sous cette vidéo. Et j'aimerais prendre le temps également de remercier Gaëtan pour son aide précieuse et son soutien indéfectible, mais également pour son esprit de synthèse. Et enfin, merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à réagir dans les commentaires et à t'abonner, bien entendu. Et n'oublie pas, la curiosité est un joli défaut. Salut!